Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de l'enfant face à l'emprise parentale et la sortie d'emprise. L'enfant a été mêlé aux violences conjugales durant la relation d'emprise. Il a servi de bouc émissaire ou de faire-valoir aux parents agresseurs. Il a été parfois instrumentalisé par celui-ci pour espionner le parent victime, le contrôler. Et il a été éduqué par le parent dominant et violent au sacrifice de soi comme le parent victime. Il a été parfois encouragé à adopter, comme le parent agresseur, des comportements violents. Avec la rupture entre les parents, le risque de violence, de représailles du parent dominant est augmenté. L'enfant, témoin des violences, est insécurisé et il se sent en danger, il est figé dans l'impuissance apprise comme le parent victime. Il se sent parfois coupable et honteux de l'état du parent victime et de la violence du parent agresseur. Il se tait pour ne pas accroître la violence du parent agresseur et parfois il se replie sur lui. Il est souvent exploité par le parent agresseur comme le parent victime l'a été durant l'emprise. Il est contraint d'exécuter des tâches inappropriées pour son âge et pour ses capacités. Il n'ose pas nécessairement en parler pour protéger le parent victime. Avec la séparation, le parent agresseur peut continuer à exercer sa violence sur l'autre parent par le biais des enfants. Des humiliations récurrentes de l'enfant, des pressions, de l'instrumentalisation des enfants qui doivent faire passer les messages entre les parents. L'enfant souffre du syndrome de Stockholm et il se sent contraint de protéger l'agresseur pour avoir la paix ou pour réduire la possibilité de subir des violences. Il a été souvent contraint de protéger le parent agresseur et lors de la séparation, cela peut encore s'aggraver. Il est l'objet de pression de la part du parent violent, par exemple pour mentir en justice et accuser le parent victime de comportements négatifs. Ce sont des représailles. L'adolescent peut s'identifier partiellement au parent agresseur et exercer à son tour de la violence à l'égard du parent victime. Le parent agresseur peut l'y encourager en le mettant sur un piédestal et en manifestant des règles floues, des règles changeantes selon ses intérêts. L'enfant ou l'adolescent y réagit parfois par un repli. Il s'enferme dans sa chambre, dans son imaginaire, où il a des comportements autodestructeurs pour finalement expulser de lui cette violence. Et donc, par exemple, il peut choisir de mauvaises fréquentations par lesquelles il est à nouveau exploité ou maltraité. Il peut avoir aussi des relations sexuelles sans protection ou fuir dans les drogues ou encore dans les troubles alimentaires. Il peut se dissocier de son corps, mettre des écouteurs sur ses oreilles ou pour ne plus entendre les mots violents. Parfois, il se suradapte et veut travailler tout le temps pour obtenir de beaux résultats scolaires et avoir la paix. Mais c'est au prix de la déconnexion de ses émotions, de son corps et la déconnexion de ses besoins. L'automutilation, une tentative de suicide, lui servent parfois de seule issue possible. L'enfant ou l'adolescent peut adopter le comportement de sauveur et se sacrifier pour protéger le parent victime parfois. Il lui offre son écoute, sa protection, comme s'il était son psychologue. Il veut s'opposer au parent agresseur et devient l'objet à son tour de violence. La solution
est de renforcer sa sécurité intérieure en tant que parent afin de pouvoir transmettre sa sécurité à son enfant. Apprendre à réguler son stress, ses émotions, prendre du temps pour soi, pour écouter ses besoins, ses désirs, afin de se reconstruire est essentiel. Par exemple, ne prendre connaissance des messages du parent violent qu'à un moment donné de la semaine permet de s'apaiser et de faire autre chose, de penser à autre chose. Car le parent violent souvent envahit la vie privée du parent victime au-delà de la séparation par ses messages, ses menaces, son chantage, etc. Et donc, c'est encore du stress supplémentaire et il vaut mieux s'en protéger en choisissant les jours de la semaine, le jour de la semaine où on veut s'en informer. Apprendre à identifier ses besoins, s'autoriser à en prendre soin, peut servir de modèle à l'enfant, car le comportement de sauveur, l'oubli de soi, favorise la revictimisation. C'est parfois important de reconnaître le besoin et de pouvoir en parler avec son enfant. Parfois aussi, c'est important de se faire aider si on n'y arrive pas pour aider à son tour son enfant. Cette prise en considération de ses besoins rend de l'énergie et permet de poser ses limites, surtout aux parents violents, grâce évidemment à un tiers, grâce à la justice et d'autres moyens. Il faut éviter une confrontation directe puisqu'il y a souvent une escalade de la violence après la rupture. Donc l'enfant a besoin de ses limites pour grandir dans un état de sécurité et donc il a besoin de règles stables. Le dialogue avec l'enfant est souvent difficile car il a peur des représailles du parent violent s'il en parle. Cependant, il est important de se montrer présent, ouvert, disponible, à l'écoute, ne fût-ce que dans une activité agréable. Le parent peut lui montrer de l'attention à ce moment-là pour son expression non verbale, même s'il ne parle pas de ses émotions. Par exemple, s'il a l'air inquiet, lui exprimer qu'il a l'air inquiet ou absent. Il est important de mettre des mots sur ses émotions, mettre des mots sur les besoins qui sont sous-jacents afin de l'aider à se construire, à reconstruire son identité. Donc à ce moment-là, il a un modèle et il peut à son tour apprendre à reconnaître ses émotions et ses besoins. Le recours au compliment, à la reconnaissance positive de son vécu permet à l'enfant de renforcer son estime de soi, souvent mise à mal par les violences durant l'emprise et après la séparation. Faire des câlins, jouer ensemble, donner de la sécurité à l'enfant est indispensable. L'accompagner dans ses loisirs, par exemple, c'est une présence bienveillante qui peut l'aider à se renforcer dans son sentiment de sécurité. Les petits mots d'amour, un objet qui rappelle les moments positifs vécus ensemble peut l'aider également à se sécuriser. Créer un sas à son retour en cas de garde alternée, c'est lui permettre d'extérioriser ce qu'il ressent. Par exemple, dessiner ensemble, courir dans la forêt, chanter, danser, etc. Reconnaître à l'enfant ou à l'adolescent le droit d'avoir un point de vue différent et personnel, c'est l'aider à ne plus se laisser réduire à l'état d'objet, comme le souhaite le parent violent. À l'opposé, s'il adopte des comportements violents, il est important de lui dire qu'il a le droit d'être en colère, mais qu'il est nécessaire de l'exprimer autrement. Pour vivre ensemble, c'est nécessaire. Cherchez avec lui à comprendre quel est le besoin sous-jacent, le besoin frustré. Eh bien, c'est une façon finalement de transformer cet état de colère et donc cette émotion et l'aider à prendre soin de ses besoins, à
finalement construire son identité et reconnaître ses limites. Réveiller l'esprit critique de l'enfant ou de l'adolescent s'il se moule dans le discours du parent violent, c'est le questionner sur les faits. C'est reconstituer l'histoire des faits de façon objective. C'est aussi lui apprendre à s'interroger sur d'autres points de vue que le sien, s'interroger sur ses émotions, sur celles de l'autre, et donc développer de l'empathie pour l'autre, de l'empathie pour lui-même. C'est une façon de le libérer de la pédagogie noire du parent dominant et violent. Cette pédagogie noire a été décrite par Alice Miller. Elle a décrit cette pédagogie ainsi. Eh bien, c'est considérer que l'on est le maître de l'enfant, c'est-à-dire seul apte à trancher ce qui est bien ou ce qui est mal, en ôtant à l'enfant sa volonté dès que possible. C'est éliminer tout ce qui vient de lui, c'est-à-dire ses sensations, ses émotions, ses besoins, ses désirs, ses limites. Faire en sorte qu'il ne s'en aperçoive pas et lui faire croire qu'il a agi de lui-même. Donc on peut observer cela chez certains enfants qui sont véritablement endoctrinés par le parent violent et qui n'ont pas de pensée propre, qui reproduisent exactement le discours violent de façon finalement à avoir la paix ou tout simplement par identification partielle à l'agresseur. L'enfant doit croire qu'il perdra l'amour du parent s'il ne se soumet pas à ces conditions. Il faut le culpabiliser dès le plus jeune âge et surtout le culpabiliser de la violence du parent pour y arriver. Et donc cette culpabilisation fait partie de façon intrinsèque de l'emprise et peut perdurer au-delà de la séparation. Donc là, c'est vraiment important d'aider l'enfant à développer cet esprit critique petit à petit à l'adolescence et de pouvoir prendre du recul par rapport au discours du parent violent. Et cela implique cette recherche de dialogue, cette compréhension, cette empathie pour ses émotions et l'accueil de ses émotions. Et donc, c'est très important de voir avec l'enfant dans son corps qu'est-ce qu'il ressent, quelles sont ces sensations qui sont l'indice de ses émotions et ces émotions qui sont l'indice d'un besoin à satisfaire. Ça, c'est vraiment la base pour construire son identité et l'aider à éviter l'endoctrinement. Bien sûr, il est souvent aux prises avec cet endoctrinement puisqu'il est dans la peur de la violence et donc lui apprendre aussi des façons de s'auto-apaiser, c'est vraiment important. Et le parent, évidemment, victime, eh bien c'est important qu'il commence par lui-même, qu'il soit un modèle pour l'enfant à ce niveau-là. Et c'est en communiquant cette sécurité eh bien, que l'enfant va pouvoir l'intégrer de système nerveux à système nerveux. Eh bien, la sécurité se transmet. Donc ça passe par le corps. Le parent victime, eh bien, c'est essentiel qu'il se reconstruise, notamment en prenant soin de son corps et en prenant soin de ses besoins. Le corps garde la mémoire des traumatismes passés, subis durant l'emprise et donc c'est très important d'aider le corps à s'apaiser, réguler le système nerveux pour aider l'enfant à réguler le sien. Durant l'enfance, l'adolescence, eh bien, c'est aux parents à réguler le système nerveux de son enfant, de l'aider à réguler ses émotions. Cela implique un accueil des émotions et un non-jugement. Par contre, poser un cadre, mettre des limites sans violence, mais de façon ferme et stable est essentiel. Ne pas le mettre sur un piédestal en lui laissant tout faire. Et ça, c'est vraiment une condition pour aider l'enfant à éviter l'identification à l'agresseur. Maintenant,
Ce n'est pas évident puisque le parent violent peut au contraire jouer avec cela et ne pas mettre de limite à l'enfant afin de pouvoir l'instrumentaliser. Mais tout cela, évidemment, ce travail est parfois un travail thérapeutique est indispensable pour y arriver. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous recommande mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » aux éditions Ellipse, ou bien « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » aux éditions Ellipse également, mais dans la collection « 100 questions-réponses ». Pour comprendre mieux les mécanismes de l'emprise, eh bien, vous avez un descriptif également de la perversion narcissique et c'est dans la collection 100 questions-réponses. Vous avez là un 100 questions qui décrivent de façon brève toutes les questions et les réponses à ce sujet. Et tous ces mécanismes d'emprise sont présents dans les différents profils de manipulateurs, le pervers narcissique étant un profil parmi d'autres qui se caractérise par le machiavélisme, cette volonté calculée, constante, de détruire l'identité de l'autre sans culpabilité, sans remords, contrairement à d'autres profils qui sont plus impulsifs et violents physiquement également. Mais souvent, la persuasion coercitive, le contrôle, eh bien, se limite à la violence verbale et à la violence psychologique, car elle suffit à terroriser la victime, que ce soit le parent ou l'enfant, et donc apprendre à s'apaiser, à réguler son système nerveux pour aider l'enfant est essentiel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.